20 heures et 21 minutes. C'est exact. Bah, si vous voulez, l'idée est venue très rapidement après avoir fait le record entre Alger Le Cap avec Jean-Pierre Frison et Jo Gaffier. Lorsqu'on est rentré, on s'est dit, bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et nous avons très rapidement travaillé pour établir un record entre Paris et Dakar, le temps du bateau comptant, et un petit peu, si vous voulez, pour que ce record devienne un petit peu à la même image que les records de la traversée de la transatlantique. Et que ça devienne un challenge et que les gens, chaque année, partent... puissent relever ce défi. Exactement, voilà. Alors cela dit, vous avez placé quand même la barre assez haut, 5 jours, 20 heures, 20 minutes, 21 minutes, vous êtes pratiquement sûr que vous gardez votre record pendant quelques années là, non? Je veux dire, on n'est jamais sûr... Vous êtes genre Charlie Barr là, vous avez... Je veux dire, d'abord, on n'est jamais sûr de garder un record très longtemps. Deuxièmement, effectivement, on avait bien préparé les choses et Jean-Pierre Frison va vous expliquer comment on avait préparé toutes les reconnaissances, qui a été en fait la chose la plus importante. Alors, on va rappeler que vous êtes parti donc le 29 novembre, on va avoir des images de votre départ. Vous êtes parti le 29 novembre. Alors, Jean-Pierre Frison, comment vous avez préparé ce raid? Eh bien, on a fait quelques reconnaissances 3 semaines avant, parce qu'il s'avère que les reconnaissances proches du record sont beaucoup plus évidentes et apportent beaucoup plus que ce qu'on avait fait avant sur Alger Le Cap, c'est-à-dire où il s'était passé entre le record et la tentative en les reconnaissances à peu près 3 mois. Et là, donc les choses changent en Afrique. Et donc, ce qu'on a travaillé essentiellement, c'est les passages de douane, parce que tout ce qui est administratif pose de nombreux problèmes en Afrique. Et je pense que c'est surtout à ce niveau-là qu'on a travaillé, au niveau humain. Oui, parce qu'il faut rappeler que ce record de 5 jours, 20 heures, 21 minutes comprend le bateau, mais également les passages administratifs. Oui, absolument. Tout est décompté au départ de Paris jusqu'à l'arrivée. Les bacs, les douanes, la police, au Niger, tous les contrôles de police, etc. Donc on a absolument tout compté depuis le top au départ. Alors le choix du véhicule? Eh ben, le choix du véhicule, c'est peut-être Franz qui va vous en parler particulièrement. Disons que ça faisait très longtemps que je voulais travailler avec... Là, vous avez eu un problème quand même. Oui, hein. là, on a eu un problème. En fait, il n'a jamais plu, il n'avait pas plu, comment dirais-je, dans le désert depuis 20 ans. Et nous, pendant 2 jours, on a été sous la pluie. Et là, on a été bloqué dans une coulée de boue et on a mis 6 heures pour s'en sortir. Alors, pour en revenir au choix de la voiture, si vous voulez, ça faisait très longtemps que je voulais travailler avec les frères Vigneron de préparateurs Altop, parce que je savais qu'ils faisaient du très bon matériel et qu'en plus j'estimais que le Range Rover était un bon véhicule pour faire ce genre de choses parce qu'il était rapide et qu'en plus au niveau confort, à l'intérieur on pouvait, par l'espace et la suspension, pouvoir relativement se reposer si vous voulez. Alors concrètement, vous êtes organisé comment? Là au volant Là c'est Stéphane qui est au volant. Stéphane. Il va vous parler un petit peu de son arrivée sur Tamanrasset parce que ça a été assez hippique, je crois. Ouais, on faisait des tours de rôle comme en bateau, c'est-à-dire on tenait des quarts en fonction un petit peu du terrain, de la fatigue des équipiers. Bon, on peut pas faire un tableau de marche très précis, bien évidemment, puisqu'il y a plein d'impondérables. Je veux dire, il est arrivé que certains aient des coups de pompe au moment où d'autres se sentaient mieux. Donc on tourne un petit peu de cette manière. Et puis bah, on ne s'attendait effectivement pas à avoir autant de pluie en Algérie. On a été retardé dans ce gué que nous avons vu. Là, il y a des moments de panique un petit peu. Donc chacun a une tâche bien précise à bord. Jean-Pierre s'occupait plus spécialement de toute l'intendance, nourriture et autres. Disons que le principal problème, c'est de savoir exactement quelles sont ses limites au volant et au niveau physique. Et à partir du moment où vous vous sentez fatigué, tout de suite, c'est céder votre place au volant. Ne jamais garder le volant en cas de fatigue ou de coup de pompe, comme ça arrive fréquemment à chacun. Donc il faut avoir une totale confiance en ses équipiers et puis connaître ses limites au volant. Voilà, je crois que ça se passe. En fait, juste pour apporter quelque chose, la règle d'or, c'est pour bien s'entendre, c'est qu'à chaque fois que l'on pense à quelque chose ou qu'on a envie de dire quelque chose, c'est tout de suite le dire. Et que la personne à qui on le dit, surtout ne se vexe pas. Lui dire, bon, fais attention aux trous, va à droite, attention à l'embrayage et autres. Et ça, c'est une règle d'or. Si on arrive à appliquer ça, nous, on a tenu 12 jours dans Alger Le Cap, dans un Pajero. Et je peux vous dire, à l'arrivée, on est arrivé aussi amis que lorsqu'on était parti. Donc c'est la règle d'or. Alors là, vous êtes à un jour de l'arrivée, vous êtes à Niamey. Quand vous voyez les grandes villes, vous n'avez pas envie de vous arrêter? Non, non, parce que de toute façon, on part pour un défi. Donc un défi, c'est d'aller jusqu'au bout, le plus vite possible, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et qu'en plus, la motivation aidant, vous n'avez pas du tout envie de vous arrêter. Vous avez justement envie de mettre la barre très haut. Et puis les seuls arrêts possibles, c'est pour l'essence, pour le ravitaillement en essence. Tout a été prévu et réglé à la minute près au niveau timing.
Et puis évidemment les nombreux postes de contrôle et autres frontières qui nous obligent évidemment à faire viser nos passeports. Et ça, ce sont vraiment les seuls arrêts obligatoires. Bon, là, on voit le fameux bac de Gao, que les gens du Paris-Dakar connaissent bien. Bon, qui s'est passé, vous voyez, on était seuls à bord, ça s'est passé comme une lettre à la poste, sans aucun problème. Ce qu'il faut dire, c'est que d'habitude, ce bac, entre les formalités de douane, de police, il faut à peu près 6 heures pour passer. Et le fait d'être passé avant, justement quelques jours avant, on est passé en 40 minutes de l'autre côté. Donc, mais alors, performance... Parce qu'on nous a reconnus. Enfin, on nous a reconnus, restons simples, et disons, on nous avait vus, on nous a reconnus, on a pu passer vraiment très facilement parce qu'il n'y a pas eu à de redonner une photo d'identité. Et puis comme on avait apporté quelques médicaments pour des ulcères d'estomac avant, et on en avait rapporté cette fois-là, c'est bien passé avec le chef des douanes. Alors ce qu'il faut dire, juste une autre parenthèse, c'est que 60% des images que vous voyez ont été tournées par Jean-Pierre avec une petite caméra vidéo 8 qui est bien cachée dans la voiture parce que ça c'est un problème pour les frontières. Alors, il va vous expliquer comment il filme. Jean-Pierre. Jean-Pierre, alors comment vous avez fait ce reportage? Eh bien, bon, avec une toute petite caméra, et puis dès qu'il y a un tout petit problème ou qu'on s'arrête, ou enfin pas pour manger, mais je veux dire pour n'importe quoi, à la douane, je descendais à toute vitesse de la voiture et puis j'essayais de filmer. Pour les passages d'eau, c'était plus facile parce qu'en fait, on allait à pied voir un peu la profondeur des gués. Donc, en général, j'y allais et puis je filmais la voiture qui passait derrière. C'est une toute petite vidéo 8. Alors, en ce qui concerne le parcours que vous avez fait, il faut rappeler que c'est le parcours du premier Paris-Dakar. Oui, c'est exact. C'est le parcours des grandes villes, étapes du premier Paris-Dakar. Alors, vous pouvez nous retracer rapidement? C'est facile. Le départ a eu lieu donc de Paris, place de l'Hôtel de Ville. On a filé sur Marseille, tout en respectant quand même les limitations de vitesse, c'est important. Donc, nous avons mis 7 heures pour allier Marseille. Nous avons choisi le ferry le plus rapide pour la traversée entre Marseille et Alger. On peut avoir une différence de 5 à 6 heures entre chaque ferry. Le débarquement s'est passé rapidement. Nous avons fait Alger donc, pour atteindre Tamanrasset via la transsaharienne, sur laquelle nous avons eu des soucis avec la météo. Il a plu sans arrêt, sans discontinuer, des trompes d'eau. Ensuite, nous avons fait Cap 180 plein sud sur Inguezam, qui est la frontière entre l'Algérie et le Niger. Puis après, nous avons fait Arlit. Alors ça, c'est une partie, c'est la plus grosse partie de désert. C'est un désert qui est balisé avec beaucoup de sable mou. Ensuite, Arlit, donc arrivé au Niger. Arlit, Agadez, aux portes du Ténéré. Là, c'est la ville connue de tous les gens qui ont fait le Dakar. Puis ensuite, nous avons retrouvé un petit peu de bitume jusqu'à Niamey, qui est la capitale du Niger. Après, nous avons fait Niamey-Gao, qui est une portion aussi, une des spéciales, qui sera empruntée cette année d'ailleurs, par le Paris-Dakar. Ensuite, Gao-Bamako, par le mont Mbori, qui est vraiment un paysage somptueux, rappelant un peu le Nevada et autres, avec des monts superbes. Ensuite, alors une des parties les plus difficiles pour nous, puisque nous l'avons faite en 15 heures, c'est la partie qui sépare Gao-Bamako, avec du fèche-fèche, avec des passages de trial. On roule à 20 à l'heure. C'est très très difficile. Jusqu'à Caille. Jusqu'à Caille. Là, c'est épouvantable parce que il y a des pierres partout. Lors des reconnaissances, on avait eu des gros problèmes parce qu'on a mis 2 jours pour arriver à trouver la piste et à passer. On a été jusqu'à peindre des arbres avec des flèches pour ne pas se perdre et on est passé en pleine nuit là. Et on s'est même perdu malgré un roadbook qu'on avait fait très soigneusement. On s'est malgré tout perdu. Alors autre défi, eh bien la voiture est rentrée seulement hier. Elle est donc sur notre plateau. Vous la voyez Elle est là. neuve. Voilà. Elle est neuve. Enfin, on a quelques petites fuites d'huile, des bricoles en fait. Avec une bonne révision, vous repartez demain pour battre ce temps et peut-être de 21 minutes. Oui, quelques problèmes mécaniques quand même? Non, aucun problème mécanique. La voiture n'a pas... Nous avons toujours soulagé la voiture, c'est-à-dire nous n'avons pas voulu la solliciter au maximum, parce que c'est aussi une voiture qui roule et qui ne connaît pas de problème mécanique, c'est aussi du temps gagné sur la piste. Voilà. Francis? Oui, tu parlais, Franz, de battre ce record. Je crois qu'il y a une prime intéressante à celui qui... Oui, effectivement, on est en train de monter un challenge, comme on a fait d'ailleurs dans Alger Le Cap. On a créé un challenge où on offre 20 000 $ aux gens qui vont aller plus vite que nous. Et là, on est en train également... 20 000 $, ça fait combien? Ça fait 120 000 francs à peu près. Hein. Donc on est en train de créer un challenge là, avec donc une forte prime qui n'est pas encore définie entre Paris et Dakar. Bien entendu, il faudra respecter le règlement qui est de prendre le bateau à Marseille, de mettre une balise Argos dans la voiture parce que avec ce système, on peut positionner
5 à 6 fois par jour, localiser la voiture très précisément et d'avoir les tampons de douane à l'arrivée et quelqu'un qui donne le départ et quelqu'un qui soit là à l'arrivée pour contrôler l'horaire. Votre démarche est très originale. Vous faites le Dakar finalement sans faire le Dakar. Alors est-ce que c'est la compagnie des autres concurrents qui vous dérange ou alors vous préférez qu'on vous voit un petit peu mieux en étant seul au milieu du désert? Écoutez, moi je vais répondre à votre question et merci de me la poser. Je vais vous dire. D'abord, mes occupations professionnelles ne me permettent pas de faire le Paris-Dakar. Bien sûr, je rêve de faire le Paris-Dakar, mais ça prend trop de temps. Deuxièmement, j'ai été donc dans les années 70 pilote automobile et j'ai toujours l'envie de conduire une voiture. Donc en faisant des records, je pars avec des amis. Ça, c'est une chose déjà qui est très intéressante sur le plan humain et c'est quelque chose de très sympa. Deuxièmement, je suis dans une voiture. Et ça, c'est ma passion. Troisièmement, j'ai encore l'esprit compétition. Je suis en lutte permanente avec un chronomètre. Et quatrièmement, l'aventure, ça fait rêver tout le monde. Et moi, le premier, excusez-moi, je suis égoïste. Donc là, l'aventure, je suis en plein dedans. Bon, cela dit, vous ne feriez pas un Paris-Dakar? Si, bien sûr, si j'avais le temps. Puis si j'avais une bonne voiture. Et puis On va avec des le brancher sur le Dakar maintenant. Non, mais avec des on fait tout, vous savez. Mais c'est déjà bon, là, on s'amuse bien, quoi. Alors, il y a un certain nombre de gens qui